Tout commence par une question simple, presque brutale. Qui doit vraiment profiter de la richesse produite sur un territoire? Au Burkina Faso, cette question n'est plus théorique. Elle est devenue politique, économique et même stratégique. Un décret adopté en Conseil des ministres impose désormais aux grandes entreprises étrangères réalisant au moins 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, cumulés sur 3 ans, de construire un siège social physique sur territoire burkinabé. Pas une simple plaque sur une porte, pas une villa louée à la périphérie, mais de véritables bâtiments plusieurs étages, parking obligatoire, critères énergétiques pour les plus grandes structures. Et derrière cette obligation administrative, il y a une transformation beaucoup plus profonde. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est pas seulement une réforme technique. C'est une tentative de redéfinition du rapport entre l'État burkinabé, les multinationales et la souveraineté économique. C'est aussi le lien entre économie, sécurité et recomposition géopolitique du continent africain. Car pendant que cette réforme économique fait grincer des dents dans certaines capitales européennes, l'armée burkinabé annonce simultanément des avancées sur le terrain sécuritaire. Et au même moment, la Chine élargit massivement son accès commercial au continent africain. 3 dynamiques. Un même fil conducteur, la redéfinition de la souveraineté. Pour comprendre vraiment ce qui se joue, il faut revenir au contexte. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses entreprises étrangères opèrent dans plusieurs pays africains avec une présence locale parfois limitée. Les fonctions stratégiques fiscales, financières, juridiques sont souvent centralisées dans des hubs régionaux situés en Europe ou ailleurs. Ce modèle n'est pas illégal en soi. Il correspond à une logique de mondialisation où les groupes optimisent leur structure, mais pour les États africains, cela pose une question. Si la valeur est créée localement, pourquoi une partie significative de la décision et parfois de la fiscalité échappe-t-elle au territoire? Le gouvernement burkinabé présente donc cette réforme comme une mesure de structuration urbaine et de consolidation économique. L'argument est clair, si vous générez des revenus importants au Burkina Faso, vous devez également y investir physiquement. Concrètement, les entreprises disposent de 6 mois pour se déclarer et de 36 mois pour finaliser leurs installations. Elles peuvent aussi acquérir des bâtiments existants. L'État promet des facilités administratives et un accès simplifié au foncier. Ce détail peut sembler technique. En réalité, il est hautement symbolique. Un siège social, ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est un ancrage, c'est une immobilisation de capital, c'est une visibilité dans le paysage urbain et potentiellement une plus grande transparence fiscale et administrative. Et c'est là que réside la tension principale. Pour certaines multinationales, cette obligation représente un coût supplémentaire et une réduction de flexibilité. Investir dans un bâtiment signifie immobiliser du capital localement. Cela peut aussi signifier accepter une surveillance administrative plus directe. Mais du point de vue burkinabé, la logique est différente. Il s'agit de corriger ce que certains responsables décrivent comme une économie d'extraction où la valeur produite quitte rapidement le territoire. Il est important ici de rester nuancé. Toutes les entreprises étrangères ne fonctionnent pas de manière identique et toutes ne cherchent pas à minimiser leur présence locale. Mais la réforme vise précisément les grandes structures dont l'activité dépasse un certain seuil. Ce mouvement s'inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement politique depuis les changements institutionnels récents au Burkina Faso. Les autorités actuelles mettent en avant la notion de souveraineté économique présentée comme complémentaire à la souveraineté sécuritaire. Et justement, parlons sécurité. Le 14 février, les forces armées burkinabées ont annoncé avoir repoussé une attaque contre la ville de Titao, dans le nord du pays. Selon les autorités militaires, plusieurs dizaines d'assaillants auraient été neutralisés après des affrontements impliquant unités terrestres et appui aérien. Il est essentiel ici de préciser que dans les contextes de conflit, les chiffres annoncés proviennent généralement des autorités officielles et peuvent être difficiles à vérifier de manière indépendante. Ce qui est mis en avant par l'état-major, c'est une stratégie plus offensive et ciblée, avec la reconquête annoncée de plusieurs centaines de localités sur une période d'1 an. Hypothèse. Ces chiffres sont ceux communiqués par les autorités. Les sources indépendantes peuvent varier dans leurs estimations. Pourquoi ce point est-il central? Parce que la souveraineté économique n'a de sens que si l'État
contrôle effectivement son territoire. La réouverture d'écoles, de centres de santé et le retour progressif des populations déplacées sont présentés comme des indicateurs de stabilisation. Autrement dit, économie et sécurité sont imbriqués. Maintenant, élargissons encore la perspective. Au moment même où certains États africains cherchent à renforcer leur ancrage économique interne, la Chine annonce la suppression progressive des droits de douane pour les pays africains, avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, à l'exception de Eswatini. Cette décision a été annoncée par le président Xi Jinping. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération économique sino-africaine. Selon des données publiques récentes, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint plusieurs centaines de milliards de dollars en 2025, avec un déséquilibre notable en faveur des exportations chinoises. Là encore, les chiffres exacts peuvent varier selon les sources statistiques. Ce déséquilibre pose une question fondamentale. Ouvrir les marchés est une opportunité, mais encore faut-il disposer d'un appareil productif capable d'exporter massivement. Et c'est là que le lien avec le Burkina Faso devient intéressant. D'un côté, un État cherche à ancrer physiquement les entreprises sur son territoire. De l'autre, une puissance mondiale élargit l'accès commercial au continent. Deux dynamiques différentes, une même interrogation. Comment transformer l'ouverture économique en développement durable local? Si l'on prend un peu de recul, ce qui se joue dépasse largement le cas burkinabé. Il s'agit d'une recomposition des équilibres hérités de la période postcoloniale, d'une redéfinition des partenariats et d'une volonté affichée de maîtriser davantage les flux économiques. Mais cette transformation n'est ni simple ni automatique. Elle suppose des capacités administratives solides, un cadre juridique stable, un environnement sécuritaire maîtrisé et une stratégie industrielle cohérente. Dans cette première partie, nous avons posé le décor, une réforme économique structurante, une dynamique sécuritaire revendiquée et un contexte géopolitique en mutation. Dans la suite, nous allons analyser en profondeur les rapports de force, les intérêts divergents, les idées reçues qui circulent sur ce sujet et surtout les scénarios possibles pour les prochaines années. Si l'on entre maintenant dans l'analyse en profondeur, une question s'impose. Qui gagne réellement dans cette nouvelle configuration et à quelles conditions? La réforme imposant la construction de sièges sociaux au Burkina Faso ne doit pas être lue uniquement comme une contrainte administrative. Elle s'inscrit dans une logique de rééquilibrage des rapports de pouvoir entre l'État et les grandes entreprises multinationales. Pendant longtemps, dans de nombreux pays africains, le rapport de force était asymétrique. Les États, souvent fragilisés par l'endettement, l'instabilité ou la dépendance à l'aide extérieure, négociaient face à des groupes disposant d'une puissance financière, juridique et technologique supérieure. Cette asymétrie donnait aux multinationales une capacité de négociation considérable. Aujourd'hui, Ouagadougou cherche à modifier cette équation. Un siège social construit localement implique plusieurs conséquences concrètes. Immobilisation de capital sur le territoire, création potentielle d'emplois dans la construction et la gestion immobilière, meilleure traçabilité administrative, visibilité institutionnelle accrue, mais il faut rester lucide. Construire un bâtiment ne garantit pas automatiquement un transfert massif de valeur. Une entreprise peut respecter la règle formelle tout en conservant ses centres décisionnels stratégiques à l'étranger. Et c'est là que réside le véritable enjeu. Le bâtiment est un symbole. Le vrai combat se joue sur la fiscalité, la gouvernance et la chaîne de valeur. Prenons un exemple souvent cité dans le débat public, l'opérateur Orange. Dans plusieurs pays africains, les discussions autour de la localisation des profits et de l'imposition ont alimenté des tensions. Il est toutefois important de préciser que les modalités fiscales varient selon les conventions bilatérales et les cadres juridiques nationaux. Les affirmations sur l'absence totale d'impôts doivent toujours être examinées à la lumière des accords fiscaux existants, mais politiquement, le message envoyé par Ouagadougou est clair. La richesse produite localement doit contribuer davantage au développement local. Cette logique s'inscrit dans une redéfinition plus large du modèle postcolonial. Et ici, la dimension symbolique est puissante. Pour certaines entreprises historiquement implantées en Afrique francophone, notamment française, cette évolution peut être perçue comme une rupture
avec un environnement familier. Cependant, il serait simpliste de résumer la situation à un affrontement Afrique contre Occident. Les intérêts économiques sont plus complexes. De nombreuses entreprises étrangères investissent réellement, créent des emplois et participent à l'économie locale. La question n'est pas leur présence, mais les conditions de cette présence. Et c'est là que le débat devient stratégique. Car, en parallèle de cette réforme économique, le Burkina Faso mène une politique sécuritaire offensive. L'annonce de la reconquête de centaines de localités, chiffres communiqués par les autorités militaires, vise à montrer que l'État reprend progressivement le contrôle du territoire. Il faut ici rappeler un principe fondamental. La souveraineté économique repose sur la souveraineté territoriale. Sans sécurité, pas d'investissement durable. Sans administration locale, pas de collecte fiscale efficace, mais la situation sécuritaire reste fragile. Les groupes armés se sont adaptés technologiquement, notamment par l'utilisation de drones artisanaux ou militarisés. Cette évolution témoigne d'une transformation du conflit. Elle soulève aussi des interrogations sur les circuits d'approvisionnement en matériel, sujet sensible sur lequel les autorités restent prudentes. Et pendant que le Burkina Faso tente de consolider son modèle interne, le contexte international évolue rapidement. L'annonce faite par Xi Jinping concernant la suppression des droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains marque une étape supplémentaire dans la stratégie chinoise sur le continent. La Chine n'est pas un nouvel acteur en Afrique. Depuis 2 décennies, elle finance infrastructures, ports, routes, zones industrielles, dans le cadre notamment de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur et le signal politique. Pékin se positionne comme un partenaire commercial ouvert au moment où d'autres puissances adoptent des postures plus protectionnistes. Mais attention aux illusions. Ouvrir le marché chinois est une opportunité. Encore faut-il avoir des produits compétitifs à exporter en volume. Or, beaucoup d'économies africaines restent concentrées sur les matières premières. Et c'est ici que se noue le lien stratégique. Si des pays comme le Burkina Faso parviennent à renforcer leur base industrielle locale, même modestement, alors l'accès préférentiel au marché chinois pourrait devenir un levier puissant. Dans le cas contraire, le déséquilibre commercial risque de persister. Nous sommes donc face à une équation complexe. Renforcer la souveraineté interne, stabiliser le territoire, attirer des investissements, diversifier les partenariats internationaux. Mais cette transformation se heurte à plusieurs idées reçues qu'il faut déconstruire. Première idée reçue, imposer des contraintes aux multinationales va automatiquement faire fuir tous les investisseurs. C'est exagéré. Les investisseurs recherchent avant tout la prévisibilité et la stabilité. Une règle claire, appliquée de manière cohérente, peut être intégrée dans un modèle économique. Ce qui effraie davantage, c'est l'instabilité juridique ou politique. Deuxième idée reçue, la Chine est un partenaire purement altruiste. La coopération sino-africaine repose aussi sur des intérêts stratégiques chinois, accès aux matières premières, débouchés commerciaux, influence diplomatique. Comme toute puissance, Pékin agit d'abord selon ses intérêts nationaux. Troisième idée reçue, une victoire militaire suffit à résoudre la crise sécuritaire. La reconquête territoriale est une étape. La stabilisation durable dépendra du retour des services publics, de l'emploi et de la confiance des populations. Quatrième idée reçue, la souveraineté économique signifie se couper du monde. Au contraire, elle consiste souvent à négocier des partenariats plus équilibrés, pas à s'isoler. Alors, quels signaux faut-il surveiller dans les mois à venir? D'abord, la mise en œuvre concrète du décret sur les sièges sociaux. Les grandes entreprises vont-elles réellement investir? Des délais seront-ils prolongés? Des exemptions seront-elles négociées? Ensuite, l'évolution de la situation sécuritaire. Le retour durable des populations déplacées sera un indicateur clé. La réouverture effective des écoles et centres de santé aussi. Enfin, sur le plan international, il faudra observer si les exportations africaines vers la Chine augmentent réellement après la suppression des droits de douane. Plusieurs scénarios restent possibles. Un scénario optimiste, le Burkina Faso parvient à stabiliser son territoire, applique sa réforme avec cohérence, attire des investissements industriels et profite de l'ouverture chinoise pour diversifier ses exportations. Un scénario intermédiaire, les réformes avancent, mais lentement. Les contraintes sécuritaires limitent l'investissement, les résultats restent partiels. Un scénario plus difficile,
Des tensions juridiques avec des multinationales émergent, des arbitrages internationaux sont engagés et la situation sécuritaire freine la dynamique économique. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'identifier les variables décisives. Comment savoir si la trajectoire évolue favorablement? Augmentation des recettes fiscales locales, croissance de l'investissement productif, stabilisation durable des zones reconquises, amélioration des indicateurs sociaux. À ce stade, plusieurs questions reviennent souvent. Est-ce légal d'imposer un siège social local? Oui, un État souverain peut fixer des conditions d'implantation tant qu'elle respecte ses engagements internationaux. Les entreprises vont-elles quitter massivement le pays? Rien n'indique, pour l'instant, un départ massif. Les décisions dépendront du climat général des affaires. La Chine remplacera-t-elle totalement les partenaires occidentaux? Peu probable. Les économies modernes fonctionnent par diversification des partenaires, pas par substitution totale. La situation sécuritaire est-elle totalement stabilisée? Non. Les annonces officielles montrent des avancées, mais le contexte reste fragile. Pour un spectateur engagé qui souhaite suivre le sujet intelligemment cette semaine, lire les communiqués officiels du gouvernement burkinabé. Observez les réactions publiques des grandes entreprises concernées. Suivre les données commerciales sino-africaines publiées par des organismes économiques. Comprendre les termes clés, souveraineté économique, balance commerciale, relocalisation, chaîne de valeur. Un dernier mot important, l'analyse politique exige nuance et responsabilité. Les transformations en cours au Burkina Faso soulèvent des espoirs, mais aussi des défis. Il ne s'agit ni d'idéaliser, ni de condamner hâtivement. Le débat démocratique repose sur l'examen rigoureux des faits, le respect des opinions divergentes et la prudence face aux certitudes absolues. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux profonds derrière ces décisions, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez votre point de vue en commentaire. Pensez-vous que cette stratégie renforcera réellement la souveraineté économique du Burkina Faso? Et dans la prochaine analyse, nous explorerons un autre dossier stratégique où économie et géopolitique s'entremêlent sur le continent africain.